Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Optimal Subspace sur une introduction à la phénoménologie de la conduction thermique. Alors ici on va parler de thermodynamique et on va parler plus précisément de transfert d'énergie. Comme vous le savez peut-être déjà, en général on a l'habitude en physique de classifier les transferts énergétiques suivant trois classes. Il y a ce qu'on appelle le transfert énergétique par rayonnement. C'est ce qui se passe par exemple si vous avez une étoile comme le soleil qui nous éclaire la journée. Eh ben, vous allez avoir de l'énergie qui va être transmise du cœur du soleil jusqu'à nous. Comment? Via les photons qui sont émis par le soleil, via les ondes lumineuses du soleil qui vont transporter l'énergie jusqu'à la Terre. Et ça va être un transfert thermique qui peut se produire par exemple dans le vide, parce que essentiellement entre notre planète et le soleil, il y a beaucoup de vide, en fait il n'y a pas grand-chose. Et donc il suffit juste qu'il y ait du vide, donc il y a le champ électromagnétique qui puisse se propager dans le vide jusqu'à nous, et ça va transmettre de l'énergie. Ça c'est une première forme. Une autre forme, c'est le phénomène de convection. La convection, ça va se passer quand vous avez un fluide dans lequel vous avez une température qui est inhomogène. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, l'océan, mettons, dans l'océan, vous allez avoir des zones qui vont être plus chaudes et des zones qui vont être plus froides. À cause de ça, vous allez avoir des différences de densité, parce que l'eau chaude, elle va être moins dense que l'eau froide. Et puisqu'il y a des différences de densité, eh ben, il va y avoir des phénomènes de mouvement, des masses d'eau de différentes températures. Donc vous allez avoir par exemple de l'eau chaude qui va pouvoir créer un courant et se déplacer. Et en se déplaçant, ça va transmettre de l'énergie ailleurs. Et l'énergie, cette fois-ci, est transmise par la matière elle-même. C'est vous allez avoir de l'eau chaude qui va se déplacer d'un point A à un point B et qui va venir réchauffer l'eau qui se trouve au point B. Ça, c'est la deuxième manière de transmettre de l'énergie, la convection. Et vous en avez la troisième. La troisième, c'est celle qui va nous intéresser pour ce cours et pour le suivant, qui s'appelle la conduction. Alors, qu'est-ce que c'est que la conduction? La conduction, c'est un phénomène de transmission d'énergie qui se produit uniquement dans un milieu matériel. Et c'est l'énergie qui va se transmettre de proche en proche sous forme de chaleur, sous forme de diffusion thermique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un matériau, par exemple, imaginons vous avez une barre de fer dans laquelle la température est inhomogène. Vous allez avoir un côté plus chaud et un côté plus froid. Si vous attendez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, la température va s'uniformiser et que la barre de fer va avoir une température qui va être une sorte de température moyenne entre le côté chaud et le côté froid, et la température sera partout identique. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, vous avez eu, de manière microscopique, de proche en proche, de l'agitation thermique qui s'est transmise du côté chaud vers le côté froid. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de conduction, de transport d'énergie sous forme de chaleur. Donc attention, ça n'est pas la même chose que le rayonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a obligation d'avoir un milieu matériel pour qu'il y ait de la conduction, alors que le rayonnement peut se produire partout, y compris dans le vide. Et ce n'est pas de la convection parce que la matière ne bouge pas en moyenne. Vous allez juste avoir des vibrations très très locales de la matière au niveau microscopique, au niveau des atomes. Mais sinon, si vous regardez à notre échelle mésoscopique ou macroscopique, il n'y a pas du tout de mouvement. Donc c'est un phénomène qui est un peu à part. Alors comment on peut le mettre en évidence? Ça a été mis en évidence de manière célèbre par un physicien hollandais en 1789 avec l'expérience suivante. Donc vous prenez une cuve remplie d'eau que vous allez chauffer et sur cette cuve vous allez brancher des barres métalliques faites en différents éléments, par exemple en fer, en zinc, en aluminium ou en cuivre. Et vous allez recouvrir ces barres avec de la cire que j'ai représentée ici en vert, donc de la cire solide, et vous branchez tout ça sur un bac d'eau qui va être très très chaud, de l'eau bouillante. Et donc, la chaleur, par conduction, va pouvoir se transmettre depuis l'eau bouillante jusqu'aux barres métalliques. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, on regarde la barre de fer ici? Vous allez avoir la chaleur qui, initialement, l'énergie qui est contenue dans l'eau qui va commencer à chauffer ce bout de la barre, et par phénomène de conduction thermique, eh ben, la chaleur va pouvoir se propager à l'intérieur de la barre de fer. Mais ce qu'on remarque, si on photographie l'expérience à un instant T, donc mettons on commence à chauffer l'eau, on attend par exemple une dizaine de minutes, et on prend une photo, on va remarquer que quand on regarde la barre de fer, la cire a commencé à fondre au début. Ici, il n'y a plus de cire et là, la cire est toujours solide. Sur le zinc, la cire a fondu sur une distance légèrement plus grande. Et ici, cette cire-là est toujours solide. Et par exemple, sur le cuivre, quasiment toute la cire a fondu, sauf sur un bout qui est assez éloigné du bac. Donc la constatation qu'on peut faire, c'est que visiblement, si la cire a fondu, c'est que la barre a chauffé. Et puisque la barre a chauffé, c'est qu'il y a de l'énergie thermique qui s'est transmise depuis l'eau jusqu'à une certaine distance dans la barre. Mais en fonction du matériau, ce transfert thermique ne s'est pas produit à la même vitesse. On voit que sur le fer, le transfert thermique est plutôt lent, parce qu'au bout de, par exemple, une dizaine de minutes, eh ben, on a juste un petit bout de la cire qui a pu fondre, alors que sur le cuivre, l'énergie a eu le temps de se propager très loin, donc ça veut dire que la conduction thermique est très efficace. Donc on voit déjà que suivant les matériaux, le phénomène n'est pas le même, mais en tout cas, quel que soit le matériau, le phénomène de conduction thermique existe bien dans une certaine mesure. Donc ça, c'est une première constatation qu'on peut faire. Et une deuxième constatation très importante, c'est qu'on remarque que, visiblement, les transferts thermiques se font du chaud vers le froid. Ça veut dire que quand vous avez des différences de température, ici de l'eau chaude et des barres métalliques qui sont plutôt froides, eh ben vous allez avoir de l'énergie qui va toujours se transmettre de manière spontanée
vers les températures qui sont des hautes températures et l'énergie va il va y avoir un flux d'énergie depuis les hautes températures jusqu'aux basses températures. Alors pourquoi ça se fait toujours dans ce même sens? La raison à cela, elle vient en fait du second principe de la thermodynamique. Donc vous avez déjà peut-être, on peut faire plein d'autres expériences sur le même thème. Si par exemple vous prenez votre café le matin, vous avez remarqué que quand vous touchez votre tasse de café, eh ben, c'est plutôt chaud. Pourquoi? Alors vous allez me dire c'est évident, c'est parce que le matériau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire en fait le café est bouillant, donc eh ben, on va juste sentir la chaleur de ce café. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'énergie qui est transmise depuis le café jusqu'à l'intérieur de vos doigts. Et c'est ça que vous sentez, c'est ça qui vous réchauffe. Et ça se fait toujours dans ce sens-là. Vous n'allez pas avoir de l'énergie qui va spontanément se faire absorber de vos doigts plutôt froids pour aller dans le café plutôt chaud. Ça se fait que dans un même sens. Ça vient du second principe de la thermo, ou comme je vous le disais, ça vient en fait du fait que quand on a un système isolé, l'entropie tend toujours à augmenter. Soit elle reste la même dans le cas des phénomènes réversibles, ou soit dans le cas des phénomènes irréversibles, comme par exemple des phénomènes de conduction thermique, l'entropie tend à augmenter. Et si vous avez deux zones, une qui est plutôt chaude, une qui est plutôt froide en contact, l'entropie augmente si jamais vous homogénéisez les températures entre ces deux zones. Donc la nature spontanément va tendre à vouloir homogénéiser les températures pour augmenter l'entropie. Donc vous avez toujours un flux d'énergie du chaud vers le froid, causé par le second principe. Alors maintenant qu'on a énoncé un peu tous ces principes généraux de phénoménologie, on va essayer de quantifier un petit peu tout ça. Et on va commencer par définir ce qu'on appelle un flux thermique volumique. Donc comme on l'a vu depuis le début, tout ce qui se passe dans la conduction, en fait, essentiellement, c'est du transport d'énergie, sans transport de matière globale. Et donc, ce transport d'énergie, on va le quantifier de la sorte. On va définir ce qu'on appelle un flux thermique volumique en disant la chose suivante. Imaginons qu'on a une quantité d'énergie, une toute petite quantité infinitésimale qu'on va appeler delta U, comme ceci. Donc, c'est une quantité d'énergie interne. Cette quantité d'énergie interne va se déplacer pendant un instant delta T. Et si on fait le rapport entre la quantité d'énergie interne qui se déplace pendant l'instant delta T divisé par ce delta T, on va obtenir une quantité qui s'appelle le flux thermique volumique, donc ici qui va s'exprimer en watts. Et ce flux thermique volumique, ça va être le flux thermique qui va se déplacer à travers une surface, ici, que j'ai appelée la surface sigma, pendant l'instant dt. Donc ici, vous imaginez cette quantité d'énergie qui va se déplacer à l'intérieur de cette surface. On a orienté cette surface avec un vecteur, comme d'habitude, petit ds. Et on peut du coup aussi définir ce flux thermique volumique comme étant le flux d'un vecteur J qu'on va appeler le vecteur densité de flux thermique, qui lui du coup va être en watts par mètre carré. Et si vous faites le flux de ce vecteur densité de flux thermique à travers cette surface, ça va vous dire quelle quantité d'énergie par seconde a traversé cette surface. Donc ça, ce J, ce vecteur densité de flux thermique, ça va être la quantité de base de laquelle on va se servir pour pouvoir écrire des équations sur la diffusion thermique. Donc maintenant, dans une deuxième partie, on va quantifier un petit peu mieux de quelle manière va dépendre ce J en fonction de la différence de température qu'il va y avoir à l'intérieur de votre matériau. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails mathématiques des lois de la diffusion. Donc dans la partie précédente, on a défini ce fameux vecteur J, le vecteur densité de flux thermique. Et on va voir qu'en fait, ce vecteur densité de flux thermique, on a une expression phénoménologique qui va le relier à la distribution de température à l'intérieur d'un matériau. Alors c'est un phénomène qui a été étudié par Joseph Fourier pour la première fois en 1815, mathématicien français. Et donc, il a établi une loi phénoménologique qui va relier ce vecteur densité de flux thermique au gradient de température intérieure d'un matériau. Alors, on va imaginer pour ça qu'on a un matériau qui va être soumis à un champ de température T qui va dépendre de la position R et de l'instant T. Donc il faut imaginer que vous avez votre matériau, par exemple cette table, et dans cette table, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, si je me trouve là, j'ai une certaine température, si je me trouve là, j'aurai une température qui peut être par exemple plus élevée, ici plus basse, etc. Donc la température est inhomogène, elle va varier en fonction de l'endroit du matériau, et en plus de ça, elle peut aussi varier au cours du temps. Donc c'est une fonction de plusieurs variables, hein. Ici, vous avez, par exemple, si vous êtes à 3D, vous allez avoir 3 variables d'espace et une variable de temps. Donc là, ce serait une fonction, par exemple, à 4 variables si on est à 3 dimensions. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, dès que vous avez une inhomogénéité de température à l'intérieur d'un matériau, cette température va avoir tendance à s'homogénéiser à cause du vecteur densité de flux thermique. Parce que comme on l'a vu, dès que vous avez des différences de température, vous avez de l'énergie qui va aller du chaud vers le froid, et au bout d'un moment, la température va être homogène partout, va être la même en tout point, et vous n'avez plus à avoir de gradient. Mais tant que cet équilibre de température n'est pas atteint, vous allez avoir un gradient de température. Parce que dès que vous avez une température élevée et une température basse, entre les deux, on peut définir localement le gradient de température. Et donc dès que vous avez ce gradient de température ici, grade de T qui est non nul, ça va induire automatiquement
un vecteur densité de flux thermique de manière spontanée. Et c'est ça la loi de Fourier, c'est la loi phénoménologique qui vous dit qu'en fait, il y a proportionnalité entre le vecteur densité de flux thermique et le gradient de température à l'intérieur de ce matériau. Alors, cette loi, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première chose, c'est qu'on a une constante lambda de proportionnalité qui apparaît. Cette constante, on l'appelle la conductivité thermique. Elle est en watts par mètre par Kelvin pour son unité, et elle est toujours strictement positive, quel que soit le matériau. Par ailleurs, vous avez un signe moins. Donc, puisque cette constante lambda est strictement positive, ce signe moins, en fait, il n'est pas du tout arbitraire. C'est vraiment un signe qu'on a posé ici, dans cette équation. Et ce signe, en fait, il doit être moins parce que ça vient du second principe de la thermodynamique. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a toujours des flux d'énergie qui se font du chaud vers le froid. À cause de ça, le vecteur densité de flux thermique, il doit toujours être opposé au sens du gradient de température, puisqu'on doit aller de la température élevée vers la température basse, dans le cas de flux d'énergie. À cause de ça, le second principe donc, va imposer ce signe moins dans l'équation. Alors, cette équation, elle n'a pas de démonstration, parce que c'est une loi, en fait, c'est une loi phénoménologique, on ne la démontre pas. Par contre, on peut savoir intuitivement d'où elle vient. Alors, elle est très bien vérifiée expérimentalement, dès que les différences de température sont raisonnables, c'est-à-dire ni trop faibles, ni trop élevées. Par contre, il peut y avoir des corrections à cette loi d'ordre plus élevé, dès que vous avez des situations, soit différences de température extrêmes ou très très basses, ou alors dans des très petites tailles, etc. Et on peut imaginer en fait d'où vient cette température. Imaginons que vous avez une fonction hypothétique, par exemple, vous avez ce vecteur densité de flux. Vous vous dites qu'il va dépendre d'une manière très compliquée de la température via une fonction f. Mais cette fonction f, on ne sait pas du tout ce que c'est, ça se trouve d'ailleurs, elle est très compliquée. Mais maintenant, ce qu'on peut faire en tant que chercheur en physique, par exemple, on pourrait dire, bon, cette fonction f, on peut avoir peut-être une idée de quelle tête elle doit avoir ou quelle propriété elle doit satisfaire. Comme vous le savez, en général, en physique, c'est pas comme en maths, les fonctions ont toujours une très bonne tête, elles sont régulières, elles sont de classe infinie, etc., dans beaucoup de cas. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un développement limité à l'ordre 1 de cette fonction. Alors, ça va être un développement limité un peu particulier, je ne vous le cache pas, parce que normalement, quand vous faites des DL en maths, vous avez des fonctions d'une variable et vous faites un développement limité. Ici, vous voyez que la fonction de température, si on est par exemple à 3 dimensions d'espace, elle va avoir déjà 4 variables. Donc c'est un développement limité un peu particulier, mais vous voyez qu'un gradient, en fait, c'est rien d'autre que la généralisation d'une dérivée à plusieurs dimensions. Donc si jamais vous faites un développement limité de ceci, si vous le faites à l'ordre 1, le premier terme qui va tomber, ça va être un terme en dérivée, donc en gradient. Donc en fait, cette loi, on peut la voir comme une espèce de développement limité d'une fonction compliquée qui nous donnerait, au premier terme, le terme le plus important, un gradient. Après, si on allait dans les termes plus élevés, vous auriez des fonctions d'analyse vectorielle un peu plus compliquées, vous aurez peut-être le carré du gradient ou encore d'autres combinaisons de la température qui vous donneraient des corrections à cette loi. Mais ça, il faut la voir comme une loi phénoménologique qui va vous donner, dans le cadre des différences de température et des échelles à notre échelle, plutôt raisonnables, normaux, on va avoir cette loi qui va être très très bien vérifiée. Alors ça, c'était une petite parenthèse, c'est évidemment pour la culture physique. Ce qu'on peut dire par ailleurs sur cette loi, c'est qu'ici, elle s'exprime avec un gradient, mais en fait, dans beaucoup d'exercices qu'on va faire ensemble, on sera juste à une dimension d'espace, et pas à 3 dimensions. Et à une dimension d'espace, vous voyez que ça prend cette forme beaucoup plus sympathique, qui est simplement que le vecteur densité de flux thermique va être proportionnel à la dérivée de la température par rapport à l'espace. Alors maintenant, quelques ordres de grandeur pour cette fameuse conductivité. Ici, je vous ai mis quelques métaux et puis quelques autres matériaux assez courants. Ce qu'on remarque déjà, c'est que cette conductivité va être très très grande pour les métaux. Vous voyez que par exemple pour l'argent et pour le cuivre, vous avez des trucs qui sont de l'ordre d'une centaine de watts par mètre par Kelvin, à comparer à par exemple seulement 1 watt par mètre par Kelvin environ pour l'eau. Et vous voyez que pour l'air, cette conductivité thermique devient très très faible. Alors là déjà tout de suite, on peut remarquer quelque chose, c'est que visiblement, cette conductivité thermique a l'air d'être meilleure pour les matériaux qui sont aussi des bons conducteurs électriques. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. On essaiera d'expliquer ça un petit peu plus avant, dans le cours suivant. Pourquoi, dans le cas des conducteurs, des bons conducteurs électriques, vous avez aussi une bonne conductivité thermique. Ce qu'on remarque aussi par ailleurs, c'est que la conductivité thermique de l'air est très très faible par rapport aux autres matériaux. Et c'est ça en fait qui va nous servir, par exemple, dans le principe du double vitrage. Si chez vous, vous avez juste un simple vitrage, vous avez dû remarquer qu'en hiver, les carreaux sont très très froids. Par contre, si vous avez du double vitrage, même s'il fait très froid dehors, que vous posez vos mains sur la vitre, ça ne va pas être si froid que ça en général. La raison, c'est que si vous avez une grosse différence de température entre chez vous et l'extérieur, si vous mettez de l'air au milieu, l'air, comme il conduit très très mal la chaleur, il va permettre d'isoler thermiquement votre maison. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir faire, grâce à ce vecteur densité de flux, des bilans d'énergie. Donc on va se placer tout de suite dans un cas modèle à une dimension, et on va voir comment on peut relier la variation d'énergie interne d'une petite
section de matériau à la densité de flux thermique qui traverse ce matériau à un certain instant. Alors, imaginons que vous avez, on va se mettre à une dimension pour simplifier le problème. Vous avez ici, par exemple, un conducteur à une dimension, dont on va prendre une petite portion comme ceci. Donc à chaque fois qu'on fait un bilan, c'est toujours une bonne idée de prendre une petite portion mésoscopique du matériau. Donc ici, on va se placer une abscisse x, et ici une abscisse x plus dx. Voilà, vous avez votre matériau ici. Ce matériau, qu'est-ce qu'on va vouloir chercher à faire? On va vouloir savoir quelle va être sa variation d'énergie interne pendant un instant dt. Alors, cette variation d'énergie interne, qu'on va écrire du, elle va avoir deux contributions. Il va y avoir une énergie qui va être échangée et une énergie qui va être créée. Alors, comment ça va s'échanger, comment ça va se créer? La partie de l'énergie qui va être échangée, ça va être via le vecteur J. Et vous allez avoir une partie créée. Et cette partie créée, on va la quantifier par un taux sigma U de création d'énergie à l'intérieur de ce matériau. Alors, sigma U, on va dire que ce sera en joules par seconde par mètre cube. Alors, ce qu'on va définir par ailleurs d'autre dans ce matériau, ça va être ρ qui va être sa masse volumique, et U, petit u, son énergie interne massique. Donc, à l'intérieur de ce matériau, vous allez avoir le flux qu'on va écrire comme ceci. Donc le flux thermique à l'abscisse x et le flux thermique à l'abscisse x plus dx. Et comme on l'a vu, à l'intérieur, il y avait une création d'énergie sigma U. Alors, petite remarque justement sur ce sigma U. Cet exercice-là, cette démonstration, ce bilan d'énergie, on l'a déjà fait dans le cas d'un bilan de charge. Si vous vous souvenez, sur le cours d'introduction à l'électromagnétisme, sur la description microscopique des charges, on avait fait un bilan de charge, mais on n'avait pas ce terme sigma U. Pour quelle raison? C'est que la charge est une grandeur qui est toujours conservée, ce qui n'est pas le cas de l'énergie interne, dans le cas où vous pouvez avoir, par exemple, des sources de création ou de perdition d'énergie. Si vous avez des frottements et que de l'énergie est dissipée, par exemple, eh ben, votre énergie peut diminuer. Et par ailleurs, si vous avez, mettons, vous rajoutez un système de chauffage à l'intérieur, par exemple une résistance qui produit de l'effet Joule et qui va chauffer le matériau, vous pouvez avoir de la création d'énergie. Donc on est obligé de rajouter ce terme dans ce cas-là. Alors maintenant, on va faire un bilan. Un bilan d'énergie sur cette tranche de matériau entre T et T plus dt. Alors, que va-t-il se passer? Vous allez avoir une variation d'énergie qu'on va appeler du. Alors, du, quelle forme elle va avoir? Vous voyez que ici, ce flux thermique qui va avoir apporté une quantité d'énergie à l'intérieur. Cette quantité d'énergie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le flux fois la section petit s, ici. Si on fait J fois petit s, si vous vous souvenez, ça donne une intensité d'énergie. Donc ça, c'est en watts. Et donc, il faut multiplier par dt pour avoir une énergie en joules. Ça va être la partie qui rentre. Et vous allez avoir aussi une partie qui va sortir, J de x plus dx, sdt. Ça, c'est la partie qui sort. Donc ici, c'est J en x. Et vous allez avoir aussi une création d'énergie, plus sigma u fois dv dt. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Ce du, il va s'écrire en fait ρ fois d petit u, où u c'est l'énergie interne massique, fois dv. Ici, on va pouvoir factoriser en disant que ça fait le flux thermique en x moins le flux thermique en x plus dx fois sdt.
Et ici, on a un sigma u fois dv. Alors le dv, qu'est-ce qu'il vaut? Ici, vous avez une longueur dx et là une surface petit s. Donc ça fait s dx dt. Tout ça va bien se simplifier, parce qu'ici, votre dv vaut lui aussi s dx. Donc, en faisant passer le dt de l'autre côté, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ρ fois la dérivée partielle de u par rapport au temps. Donc, la variation locale en fonction du temps de l'énergie interne massique, qui va être égale à quoi? Ici, on peut faire un développement limité à l'ordre 1. Donc, ça va nous donner... Alors, on a encore un dx de ce côté. Ça va nous donner moins la dérivée partielle du flux par rapport à x, fois dx, plus sigma u, les s se sont simplifiés, et on a envoyé le ds de l'autre côté. Et finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation suivante, ρ dérivée partielle de u par rapport au temps, égale moins la dérivée partielle du vecteur densité de flux thermique par rapport à x, plus sigma u. Voilà, ça c'est la forme générale du bilan d'énergie. À une dimension. Donc qu'est-ce que ça vous dit finalement cette équation? C'est une équation qui est de la même forme que l'équation de conservation de la charge, si on oublie le sigma u qu'il y a ici. Ça vous dit que quand on regarde l'énergie interne locale d'une portion de votre conducteur, par exemple ici vous avez votre barre là avec un flux thermique à l'intérieur, on regarde un petit bout de cette barre, dans ce petit bout il y a une certaine énergie interne qui est contenue, c'est l'énergie interne massique petit u, et on se demande, cette énergie interne massique, comment elle va varier au cours du temps? Eh bien, elle va varier si et seulement si il va y avoir soit une création ou une déperdition d'énergie sigma u, ou alors un flux thermique J, une variation suivant x du flux thermique qui a pu modifier localement l'énergie interne de votre matériau. Alors là, c'est la forme à une dimension. Si on se place dans le cas général, on va obtenir l'équation suivante, ρ dérivée partielle de u par rapport au temps, mais cette fois-ci j'ai mis un vecteur R pour être à n dimensions, qui vaut moins la divergence du vecteur J plus toujours le sigma u. Et donc ça, c'est la généralisation de l'équation quand vous êtes à n dimensions, par exemple à 3 dimensions. Alors, les remarques qu'on peut faire du coup sur cette équation, c'est que déjà on voit que l'énergie, à cause de cette équation, n'est pas toujours conservée, à cause de ce terme sigma u. L'énergie peut être créée ou peut être perdue. Et par ailleurs, il va y avoir des cas particuliers qui vont être intéressants pour étudier cette équation, en particulier le cas particulier du régime stationnaire. Ça va être le régime dans lequel vous allez avoir toutes les dérivées par rapport au temps qui s'annulent. Donc dans ce cas-là, l'équation, ce sera juste divergence de J égale sigma u. Et en fonction de la valeur de sigma u, on pourra avoir différents cas. Voilà donc qui clôt ce cours d'introduction à la conduction thermique. Donc ici, on a posé toutes les bases des grandeurs qu'on va utiliser par la suite pour établir l'équation de la chaleur. Donc je rappelle, qu'est-ce qui est fondamental dans cette histoire? C'est le lien entre ces deux grandeurs, entre le champ de température que vous avez dans un matériau. Quand le champ de température est uniforme, vous êtes en régime stationnaire, il ne se passe plus rien, la température s'est uniformisée. Et dès que vous avez un champ de température qui est inhomogène à l'intérieur du matériau, à cause de la loi de Fourier, de manière phénoménologique, en fait à cause du second principe, c'est ça qu'il y a derrière, vous allez avoir des flux d'énergie qui vont aller des zones chaudes vers les zones froides. Et ces flux d'énergie vont être quantifiés par ce vecteur densité de flux, le vecteur J. Et on a vu ici, en faisant un bilan d'énergie, qu'on pouvait relier la variation locale d'énergie interne, qu'on va relier un peu plus tard à une variation de température, ici à la divergence, donc en fait la variation spatiale de ce vecteur J, densité de flux. Donc dans le prochain cours, on va établir ensemble l'équation de la chaleur et on va voir comment on peut déterminer explicitement un champ de température à l'intérieur d'un matériau. Je vous remercie.